formateur, consultant, dirigeant de Proactif Prévention. Et vous aurez à cœur, je crois, de nous parler de conscience préventive. Monsieur Cyril Van de Velde, bonjour, bienvenue. Vous êtes consultant RH. Vous avez fondé en 2023 le cabinet FIRH, Management et Ingénierie des Ressources Humaines. Et vous serez là, entre autres, pour nous éclairer sur le point de vue des employeurs, du management et des réalités RH dans les entreprises. Et enfin, notre troisième expert, M. David Larbre. Bonjour, vous êtes directeur général d'Azimut, cabinet d'expertise qui intervient notamment auprès des CSE. Vous intervenez-vous auprès des représentants du personnel pour plus de dialogue social et plus de prévention, grâce à une réelle expertise de terrain. Alors, comme ce matin, nous étions très bien, nous étions partis d'un cas concret, nous allons cet après-midi partir du cas clinique de M. ABC, que je vais moi-même vous présenter. C'est parti. Alors, la situation concrète de ce monsieur ABC, on parle d'un salarié de 45 ans, 20 ans d'ancienneté, maîtrise parfaitement son métier, il est apprécié pour son expérience, mais depuis quelque temps, une fatigue inhabituelle, une perte progressive de sens, une boule au ventre avant d'aller travailler et des relations qui se dégradent, par exemple. Rien d'alarmant en apparence, mais quelque chose qui commence à basculer. La bascule invisible, avant l'accident, avant l'arrêt, c'est ce qui nous intéresse, et quand on constate ce désengagement progressif, des tensions dans l'équipe, un isolement, des douleurs physiques qui apparaissent, encore une fois, on en a parlé déjà ce matin, ce qui est visible arrive en dernier, le problème commence bien avant. Et donc la vraie question à laquelle nous allons nous atteler cet après-midi est celle-ci: que fait-on avant que ça casse? Qui voit les signaux faibles? Qui ose en parler? Qui agit concrètement? Il y a des rôles dans l'entreprise, vous les connaissez, dans cette situation chacun en a un. Le salarié qui ressent, subit et qui parfois n'ose pas dire, le manager ou l'encadrement qui observe, peut alerter, peut ajuster, le dirigeant ou la DRH qui organise, décide et arbitre, et le CSE qui représente les salariés, qui lui aussi peut alerter, voire faciliter le dialogue. Tout le monde a une part de responsabilité à son rôle, mais la coordination est souvent difficile. Alors aujourd'hui, on va parler d'une réalité de terrain. Les entreprises, comme je l'ai dit, sont structurées. Il y a des procédures, des outils, des indicateurs, des obligations réglementaires. Il y a tout ça. Et pourtant, il y a toujours aussi des pertes de sens, du désengagement et des tensions humaines. Alors peut-être que ce n'est pas un manque d'outils, peut-être que c'est parfois un manque de lien. On observe souvent des salariés qui veulent bien faire, des managers sous pression, des dirigeants parfois démunis. Tout le monde agit, mais chacun de son côté. Alors pour aller plus loin, on peut faire cette hypothèse si le problème n'était pas uniquement organisationnel, mais aussi humain, avec peut-être un manque d'écoute, un manque de considération, des pertes de lien avec le terrain. Et une conviction, celle qui nous rassemble aujourd'hui: la prévention ne commence pas avec un accident, elle commence quand quelqu'un commence à aller bien, aller moins bien, et qu'on le sait. Je me tourne vers vous, messieurs. Vous êtes des hommes de terrain, et c'est là-dessus que j'aimerais vous interroger. Ma question, elle est donc directe, concrète par rapport au cas de M. ABC. Pourquoi ces situations passent-elles si souvent sous le radar alors que tout le monde sent que quelque chose ne va pas? Qui veut commencer? Bonjour. Alors, j'ai pas appelé mon cabinet management et ingénierie des ressources humaines pour rien. C'est que aujourd'hui, moi, j'axe vraiment mes conseils et puis je mets au centre de l'attention le management. C'est vraiment le manager, 1, 2, 3, ouais. Le manager qui va être le centre de cette communication, parce que c'est lui qui est au contact direct. Alors bien sûr les salariés à côté aussi, mais ils n'ont pas la même responsabilité. Le RH ou le dirigeant d'entreprise va être un peu plus loin aussi, des fois le N+2, et puis le CSE pareil, comme les salariés, c'est-à-dire qu'ils vont être là, mais ils ne sont peut-être pas au premier contact. Donc c'est le manager qui va être le premier à devoir trouver ces signaux faibles. Et pourquoi je le mets aussi au centre? Parce que pourquoi aujourd'hui je pense que la communication est difficile, et pourquoi on n'arrive pas si souvent que ça à déceler ça, c'est parce que le management, en fait, c'est aujourd'hui le métier le plus difficile au monde.
Parce que être manager, c'est piloter, c'est devoir gérer la machine la plus complexe qui existe. C'est l'être humain, c'est le cerveau, aujourd'hui, il n'y a pas deux personnes pareilles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en formation. Moi, en tant que psychologue du travail, je l'ai étudié aussi. Vous avez des grands thèmes, vous pouvez catégoriser les personnalités, mais aujourd'hui, vous avez autant de gens différents qu'il y a de personnes sur Terre. Et être manager, c'est réussir, alors que ce soit le manager direct, que ce soit le chef d'entreprise. Pour les petites entreprises, ça va être le manager direct. C'est devoir gérer tout ça tout seul, des fois, et en essayant de tout porter sur ses épaules. Mathilde a donné un exemple tout à l'heure. C'est devoir tout gérer avec la machine la plus complexe. Donc, c'est le métier, avec le métier de parent, c'est le métier le plus compliqué au monde. Donc, sachant ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut observer comme souffrance au travail, comme difficulté, ça s'explique par notamment cette question-là, de dire que on est sur la gestion de ce qui est plus compliqué. C'est plus compliqué que le nucléaire, c'est plus compliqué que les fusées, c'est plus compliqué que tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, et ce constat étant fait, pour moi, derrière, c'est justement agir là-dessus. C'est agir sur cette communication, sur le management. Ça va être d'accompagner le manager, quel qu'il soit, que ce soit directement le chef d'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise, surtout sur les petites boîtes, c'est quelqu'un qui va gérer peut-être 5 personnes, 10 personnes, et ça n'empêche pas que les problèmes restent les mêmes. Et donc, du coup, d'accompagner ces gens-là, de les aider, et sans aller beaucoup plus loin, après on y reviendra, mais c'est justement de leur dire attention, ne gérez pas ça tout seul, c'est pas possible. Je veux dire, quand on fabrique une fusée, on n'est jamais tout seul, on s'occupe, chacun ses spécialités. Là, c'est pareil, si vous affrontez des situations très complexes, il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester seul, et de faire appel à des personnes, à des collègues, au CSE, au RH, voilà, et au manager, le mettre au centre de l'attention, c'est pour moi primordial. Voilà. Merci. Monsieur l'arbre manager, le métier le plus difficile du monde? Alors, le manager, oui, c'est un métier difficile, extrêmement difficile, parce que le manager, il est pris entre le marteau et l'enclume. C'est pas lui le décideur, mais c'est lui qui doit faire passer les instructions. Puisque les salariés sont, de par leur contrat de travail, subordonnés aux décisions de l'employeur. Donc, effectivement, le manager, il est pris entre le marteau et l'enclume. Mais justement, le manager, c'est l'une des réponses, mais c'est loin d'être la réponse suffisante. Parce que le manager, c'est un peu comme l'enseignant aujourd'hui. On lui demande de tout faire. Mais il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être compétent partout. Il ne peut pas être multimétier et faire tout bien. On peut être multimétier, mais on fait tout moyennement ou tout mal. Mais parce que en France, il y a encore une conception très verticale de la responsabilisation ou de celui qui est décisionnaire. Et les employeurs ne s'appuient pas assez sur les salariés qui sont les premiers concernés par leurs conditions de travail. Et il faudrait plus les écouter. Parce que qui mieux qu'eux connaissent les problématiques concernant leur travail, parce que moi je considère que la sécurité c'est transpartisan, tout le monde est concerné par la sécurité au travail, c'est bénéfique pour tout le monde quand on est mieux au travail. Et donc, pour terminer juste sur ce point-là, la sécurité devrait être gérée horizontalement dans l'entreprise, et ça passe notamment par le CSE, le Comité social et économique des entreprises, qui est, de par son mandat, en responsabilité vis-à-vis de la santé et la sécurité des conditions de travail, et que ne pas voir le CSE comme un opposant, mais comme un partenaire, puisque les meilleures solutions en termes de conditions de travail pour les salariés, c'est quand on les prend en compte, quand on les écoute, et notamment le représentant des salariés, c'est le CSE, donc il faut là-dessus qu'il y ait une collaboration étroite qui se fasse entre ces deux partenaires, c'est-à-dire le CSE et l'employeur, puisque la prévention, elle s'élabore, elle est en permanence. La sécurité, c'est tout le temps. Et il faut vraiment que... Là, il y a une ressource qui n'est pas assez utilisée. Il y a des craintes des deux côtés. Je ne fais pas de manichéisme, c'est pas noir ou blanc. Il y a des craintes des deux côtés. Et en tous les cas, il y a un instrument qui existe et qui est sous-utilisé. Jean-Paul Petsotto, le manager, le CSE, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces deux pôles? Bien, moi, je vais me positionner en tant que salarié, tout simplement. Donc, le côté vraiment opérationnel du terrain, de par mon expérience où j'ai travaillé dans divers domaines professionnels, bâtiment, industrie, logistique, un peu vraiment dans tous les domaines. J'étais aussi élu du personnel pendant pas mal d'années aussi, secrétaire du CHSCT. Et donc, j'ai été confronté, bien sûr, à toutes ces problématiques et je vous rejoins tout à fait. C'est un vrai problème.
Aujourd'hui, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, de cette table ronde, c'est vraiment de recréer du lien avec ces trois acteurs-là. Et ça, c'est très important, même enfin, tous les acteurs de l'entreprise. Et moi, j'aurais besoin en fait poser une question, c'est déjà faire un constat, c'est que le rôle du manager a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Aujourd'hui, le manager il est plutôt confronté à faire que du reporting, il a perdu son lien humain avec les salariés, hein, dans beaucoup d'entreprises, on le voit. Hein. Aujourd'hui, le manager, on en parlait tout à l'heure encore avec certaines personnes qui sont ici, il a une tablette dans les mains et il doit remonter des chiffres très rapidement et à l'instant T. Donc en fait, et on le charge énormément là-dessus. Donc le côté social qu'il y avait avant, qui était en lien avec le salarié, on l'a perdu énormément. Et moi, je sais que sur le terrain, je le vois beaucoup, beaucoup de managers m'en parlent dans tous les milieux. Hein. Attention, c'est même le TP, pourtant on dit que c'est plus manuel que de la logistique ou alors que dans le tertiaire. Et même dans le TP ou le bâtiment, ils ont des tablettes maintenant, les chefs de chantier. Et justement, à l'ère où on n'a jamais eu autant accès au numérique, à l'information, à la modernisation, et bien justement, moi je vois des managers qui sont confrontés à une complexification en fait, des outils. Et ça, c'est incroyable, ça crée une vraie souffrance, ça crée un vrai désengagement parce qu'il y a une perte de sens en fait, dans leur métier de manager. Et forcément, ça va se répercuter sur les salariés. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Moi, j'ai travaillé dans une usine qui était dans l'industrie du béton, où mon manager, il était proche de moi. C'est-à-dire que quand j'avais un problème, il venait m'aider. Vous voyez? Donc, bien sûr, il n'avait pas le temps, mais il prenait le temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il essaie de remonter les problèmes, de faire au mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est de retrouver vraiment ce lien avec les salariés. Très bien. Merci, M. Pexoto. Oui, un petit mot sur le CSE dans sa dimension d'outil de prévention et pour les employeurs et pour les élus, peut-être, M. Lard. Bon. Oui, après, au-delà des constats organisationnels, hein, alors il faut différencier les grosses entreprises des petites, hein, parce que dans les grosses entreprises, il y a des politiques managériales qui sont d'ailleurs fort discutables et discutées dans le monde du travail, parce que d'ailleurs, on a des méthodes de management. Chute de Calico. C'est bon. Comment? Tout va bien, monsieur Lard. C'est moi qui ai fait ça? Oui. Peut-être la puissance de votre parole. La puissance de votre oui, il faut distinguer l'organisation du travail des grosses entreprises et des petites. Les problématiques sont très différentes. Ici, on a des salariés d'un groupe que vous connaissez tous, malheureusement, qui s'appelle Ex-Orpea et Meis, traitement de nos aînés, où là, il y a de la rentabilité qui est exigée par les actionnaires. Et là, les conditions de travail, on s'en fout. Ça passe bien après. Alors là, je parle que ce sont des élus du CSE, ils sont confrontés à ces difficultés là tous les jours, ils pourront peut-être témoigner tout à l'heure de ce qu'ils vivent en concret. Hein. Mais la prévention, comme tu le montrais tout à l'heure dans la présentation, c'est aussi le rôle de l'employeur et des élus de capter les signaux faibles. Parce qu'évidemment, la souffrance, elle n'arrive pas comme ça d'un seul coup. La souffrance au travail, elle est progressive, et les signaux faibles doivent interpeller immédiatement. Alors ça, c'est le rôle des élus, de faire remonter ça auprès de l'employeur. L'employeur, lui aussi, à travers son management, son encadrement, les cadres aussi sont là pour ça, faire remonter ça et élaborer ensemble des politiques de prévention. Quelqu'un l'avait évoqué ce matin, le fameux DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, permet de recenser ce qui se passe en réalité et d'élaborer des solutions, des réponses adaptées. Mais pour ça, il faut que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un vrai dialogue, une vraie co-construction. D'ailleurs, la loi le dit, le DURP, maintenant, il doit être co-construit avec les élus. Mais cette co-construction, elle ne se décrète pas, elle doit se faire. Les deux partenaires doivent mettre en avant la santé et la sécurité et accepter de travailler ensemble malgré les différences. Mais c'est vrai que on ne pourra pas mettre de côté l'impact économique des difficultés que rencontrent les entreprises. Et je me mets à la place du chef d'entreprise, c'est vrai que les difficultés économiques, elles pèsent beaucoup, et souvent au détriment des conditions de travail. Mais bon, c'est un combat qui existe depuis longtemps. Les conditions de travail évoluent dans le bon sens dans certains secteurs. Ça n'empêche pas l'activité de se développer, nos conditions de travail de s'améliorer aussi. Donc c'est pas un frein. C'est pas un frein au développement des entreprises, bien au contraire, c'est un investissement. Mais encore une fois, l'employeur doit s'appuyer sur ce qui se passe sur le terrain. Et pour prolonger ce que disait, je termine là-dessus, ce que disait Jean-Paul, c'est qu'on a des managers qui sont recrutés pour faire du reporting et qui ne connaissent plus
les métiers, les salariés de base, qui crée de l'incompréhension, qui n'est pas volontaire. Hein. Mais moi, si je parle de mon métier parce que je suis grutier, maçonnier ou je sais pas quoi, menuisier, et que j'ai un manager qui est là pour faire du reporting et qui n'a pas exercé mon métier, quand je vais lui exprimer certaines difficultés, il ne va pas comprendre. C'est pas qu'il ne veut pas comprendre, il ne peut pas comprendre. Et c'est là où le rôle du CSE est fondamental. Parce que là, en CSE, on a des interlocuteurs dont c'est la compétence. Mais merci, monsieur. Vous avez peut-être là-dessus sur le. Oui, alors justement, possible. j'avais spécifié effectivement qu'il faut différencier les entreprises qui ont un CSE déjà, ne serait-ce qu'un CSE, parce qu'il y en a énormément qui n'en ont pas. Je rappelle qu'un salarié sur deux est dans une entreprise TPE-PME, et qu'il y a beaucoup même d'entreprises, même de 50 salariés, qui n'ont pas de CSE par carence, parce que personne ne veut y aller. Et on comprend pourquoi. Hein. Enfin, vous qui êtes au CSE, on sait aussi que c'est difficile. Vous êtes aussi entre le marteau et l'enclume. Voilà. Alors pour revenir là-dessus, pour peut-être amener un petit peu d'informations sur des entreprises qui vont être de taille vraiment très petite, des moins de 10 salariés, qui ne vont pas non seulement ne pas avoir de CSE, mais qui vont aussi rencontrer tous ces problèmes-là, parce que le dirigeant de l'entreprise, ça va être aussi le manager N+1 et il va être extrêmement seul. S'il y a quelque chose à retenir pour moi de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si demain, n'importe qui aujourd'hui dans cette salle rencontre quelqu'un, salarié ou dirigeant, manager, qui rencontre des problèmes sur son poste, sur son métier, sur son entreprise, le message il est simple, c'est ne pas rester seul. C'est vous ne gérez jamais rien tout seul. Jamais vous ne trouverez la solution à comment envoyer une fusée sur la Lune tout seul. Et là, gérer des problèmes humains dans la souffrance, sachant que, n'oublions pas, gérer l'humain, c'est l'entreprise, c'est le poste, c'est les collègues, c'est la vie personnelle. Ça n'existe pas de frontière imperméable entre la vie pro et la vie personnelle. Donc, vous ramenez vos problèmes à la maison, du boulot, vous ramenez vos problèmes de maison au boulot, et il faut prendre tout ça en considération. Donc, la solution, elle vient de plusieurs cerveaux. Elle vient parce qu'on va discuter avec le collègue qui est le collègue de la personne en souffrance, où on va commencer à détecter peut-être des signaux faibles, ou même des signaux forts. Ça, c'est généralement, c'est vrai qu'après, on pourrait basculer sur peut-être parler des signaux faibles, parce que les signaux forts, ils sont plutôt faciles à détecter. Et derrière, d'aller chercher de l'aide. Voilà. Donc, de ne pas rester isolé, parce que les pires situations que j'ai pu voir dans ma vie en entreprise, c'est parce que les gens étaient isolés. C'est parce que le manager essayait de gérer ça tout seul, comme disait Mathilde la dernière fois. C'est parce que le lien peut-être CSE-employeur était rompu, le lien de communication était rompu, et du coup chacun est resté dans son coin, personne n'aidait. C'est parce que le dirigeant d'entreprise, là je regarde Claire, était tout seul, on a 5 salariés, on est tout seul, qui je vais voir, voilà. Il y a aussi des réseaux. Alors tous mes clients qui ont des petites entreprises, je leur dis, mais allez dans les réseaux, allez à la CPME, allez au réseau Entreprendre, allez au CJD, allez dans ces réseaux-là, parce que vous n'êtes pas tout seul et vous partagez vos problématiques. Et l'isolement du chef d'entreprise, et notamment des petites entreprises, est très dangereux. Voilà. Dangereux pour tout le monde. Quand c'est dangereux pour le chef d'entreprise, c'est dangereux pour ses salariés. Voilà. Donc il y a ça. Et puis après, il y a les motifs, parce que n'oublions pas qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Il y a des choses aussi, j'aimerais rajouter une chose, il y a des choses où on semble qu'on ne peut pas agir. Je vais parler d'un problème qu'on rencontre beaucoup en entreprise, c'est les addictions, notamment l'alcoolisme. Je viens de l'industrie, donc c'est un milieu comme le bâtiment, je pense, où malheureusement c'est un peu surreprésenté. C'est des métiers difficiles, physiques. Là, toujours, quand j'arrive dans des situations comme ça, c'est un peu l'omerta, c'est pas notre problème, je mets la poussière sous le tapis. Alors ça, en termes de désinsertion professionnelle, il n'y a rien de pire, parce que c'est de la désinsertion professionnelle et sociale. Et alors, y aller, c'est un des sujets les plus compliqués, parce que autant quand ça touche sur le poste, sur le métier, sur le travail, on peut y aller, on sait comment à peu près aborder les sujets en tant que RH, voilà, un consultant, un RH, un CSE, des gens qui ont déjà été confrontés à ça, on trouvera une solution plus facilement que si c'est des problèmes d'addiction. On voit que la personne, à 6 h du matin, elle arrive complètement déchirée. Voilà. Et là aussi, la solution, elle ne viendra jamais d'une personne toute seule. Vous avez la médecine du travail qui est là, vous avez des associations spécialisées là-dedans
qui aident et qui vont venir en entreprise, qui vont aider les CSE, les collègues, les dirigeants à gérer ces problèmes-là. Et il y a des solutions. Et ça marche. Voilà. Par contre, il faut aller chercher du monde. Alors moi je vous rejoins complètement sur tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est très intéressant et on s'entend quand même sur pas mal de choses, ce qui fait plaisir. Mais moi ce que je trouve, alors vous avez dit des choses vraiment intéressantes, notamment Cyril, vous avez dit que vous avez parlé de parler avec les collègues, de repérer les premiers signes. Et en fait la chose la plus simple qu'on a oubliée aujourd'hui dans le management, dans le monde de l'entreprise, alors qu'il y a plein d'outils de prévention qui existent, on n'a jamais autant d'outils qui existaient, de prévention, de gestion de prévention pour déceler justement les cas difficiles, les problématiques, et qu'en fait on voit bien que ça ne fonctionne pas parce que la France est un des pays au monde où il y a le plus d'accidents mortels et pourtant voilà. Donc en fait c'est tout simplement revenir au bon sens et qu'elle a décidé de discuter avec ses collègues et ça on l'a perdu aujourd'hui dans notre monde du travail, beaucoup. On a une société qui s'est très individualisée, on en a déjà entendu parler ce matin dans notre table ronde. Donc, et moi je le vois sur le terrain, le problème c'est qu'on a perdu la solidarité en fait. C'est ça qui est dommage. Le fameux entretien machine à café, Voilà, super important. il m'a enlevé les mots de la bouche, c'est pas cool. C'est ça l'outil. Et oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. La machine à café, c'est le meilleur moyen en fait de savoir ce qui se passe en fait dans l'entreprise. Et on oublie souvent, depuis tout à l'heure on parle, mais on oublie encore le dirigeant. Le dirigeant d'une petite PME, il a une force, c'est que comme vous l'avez dit Cyril, c'est qu'il a vraiment, c'est le N+1 généralement. Donc lui, il a cette force-là de pouvoir redescendre en bas et voir un peu ce qui se passe et de discuter avec les salariés. Alors on va me dire, oui, mais le problème c'est qu'il n'a pas le temps, parce qu'il est multicasquette, il est au four et au moulin. Oui, mais des fois, prendre le temps, un petit peu de temps, juste une fois dans la journée, discuter avec les gars, avec les équipes, de choses et d'autres, pas forcément parler du travail, c'est déjà important. C'est-à-dire qu'on a une écoute avec une vraie attention, je ne parle pas de l'écoute où bon, ça prend d'un côté, ça sort par l'autre. Une vraie écoute. Puis après, derrière, qu'est-ce qu'il faut aussi? C'est de l'action. Ça, c'est super important, c'est bien d'écouter aussi. Mais quand on rencontre des problèmes, parce que des problèmes, il y en a partout dans toutes les entreprises, ce qu'il faut derrière, c'est de l'action aussi. C'est vraiment des vraies actions pour résoudre les problèmes. Et des fois, ça passe par des petites actions toutes simples, d'accord? Et pour ça, il faut communiquer aussi. Et ça, c'est vrai que la communication, on l'a beaucoup perdu. Pourtant, on a beaucoup d'outils aujourd'hui. Alors là, je parle des petites entreprises, ça c'est la force des petites entreprises, qui en même temps aussi en fait quelque part. Et puis dans les grosses structures, en fait, on a toute une chaîne hiérarchique qui est importante. Et le problème, c'est que le grand dirigeant, généralement, il est un peu déconnecté de la réalité, de la base, en fait. D'accord? Et ça, c'est un gros souci aussi. Et c'est qu'il n'ose même plus descendre, en fait, jusqu'en bas parce qu'il est tellement pris aussi dans... Puis il a des équipes. Il engage des personnes qui sont là pour ça aussi, qui doivent gérer tout ça. Des ressources humaines, il a des préventeurs aussi dans les grosses structures. D'accord? Donc, en fait, il décharge tellement de responsabilités sur les autres que du coup, il n'ose même plus aller en bas. Et là, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit David. C'est là que les élus du personnel dans les grosses structures, quand ça existe, sont vraiment très importantes. Le rôle des élus du personnel, il est vraiment important parce qu'ils sont là justement pour refléter un petit peu cette pare-feu de l'entreprise, pour refléter un peu la tension de l'entreprise, des salariés, de la base. Et ça, ce qui est important, c'est derrière le dirigeant, il faut vraiment qu'il ait une écoute aussi, une vraie écoute, de prendre au sérieux ce que disent aussi les salariés. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Des fois, on faisait remonter des choses du terrain et on ne prenait pas au sérieux. Et c'est vraiment dommage. C'est de là que des fois arrivent les conflits avec les employeurs. D'accord? Donc voilà, je pense que ce qu'il faut vraiment revenir, c'est vraiment au bon sens. C'est vraiment à l'écoute, aux petites actions qui font vraiment du bien. Des fois, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne coûtent pas vraiment cher. Puis après, il y a des structures aussi, des systèmes qui sont importants avec des spécialistes comme des ergonomes ou d'autres, qui sont vraiment importants pour mettre en place après un système d'écoute aussi, pour permettre de pouvoir gérer les problèmes. Monsieur là. Deux. Oui, ça. Oui, pour répondre, pour poursuivre ce qui vient d'être dit, la prévention, c'est la sensibilisation. Il faut que l'employeur, comme sans a priori, soit concerné par les questions de conditions de travail. D'ailleurs, en fait, c'est les conditions de travail qui sont impactées. Et donc, le mal-être au travail, ça a des impacts aussi très concrets. D'abord sur la santé des salariés. Aujourd'hui, on a un système social qui est fragilisé aussi. Parce que malheureusement, la France, Jean-Paul l'a évoqué tout à l'heure pour les décès au travail, on est champion d'Europe. Des décès par accident de travail, on est champion d'Europe en termes d'accident de travail, ça coûte des dizaines de milliards à la sécurité sociale. Ça impacte les salariés d'abord, ça impacte la rémunération des salariés, ça impacte la rentabilité des entreprises. Et face à ça, il faut qu'il
il y a un rapport plus étroit. Des outils de prévention, il en existe dans l'entreprise, mais comme tu disais Jean-Paul, ça passe d'abord par le terrain, ce que je nommais tout à l'heure la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut que les employeurs fassent confiance à leurs salariés, les écoutent. La machine à café, c'est fondamental. Hein. Non seulement c'est prendre connaissance de ce que mes collègues vivent, et c'est aussi la transmission des savoirs. Aujourd'hui, les managers comme les salariés sont bardés d'outils numériques, mais la conséquence principale que ça a, c'est que ça augmente la productivité. La France est numéro 2 en Europe en termes de productivité par salarié. Hein. Vous entendez dans les médias que la France est le pays où on travaille le moins. On est à 35 heures. Oui, mais en France, les 35 heures, le taux de productivité en France, il est supérieur à celui d'Allemagne. Mais cette productivité-là, sur ce temps de travail réduit, il a un coût sur la santé des salariés. Et quand on demande aux salariés de produire des acquis professionnels, encore faut-il prendre tout ça en compte. Et c'est là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, où il faut prendre en compte la parole des salariés, soit sur le terrain directement, soit sur les représentants du personnel quand il y en a. Pour les petites entreprises, moi ce que je pense, c'est qu'il y a plein d'outils publics qui existent. La médecine du travail, l'inspection du travail, la CARSAT, il y a plein d'organismes qui existent. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé par l'État en subventions directes ou indirectes. Les entreprises bénéficient de beaucoup d'aides pour la remise au travail, pour l'adaptation des salariés, le plan de formation. Il y a plein d'outils. Hein. La formation professionnelle en France, c'est plus de 50 milliards d'euros par an. 90%, c'est de l'argent public. Pour prolonger ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que malheureusement, il y a une majorité d'entreprises qui ne sont pas pourvues d'outils qui leur permettent de pouvoir gérer la prévention, parce qu'il y a une méconnaissance légitime, parce qu'il n'y a pas de représentation des salariés. On est par certains côtés, en France, on est dans des archaïsmes en termes de gestion du personnel. Et moi, je pense qu'un service public de la prévention ou un patron de TPE, de PME, puisse s'adresser à un guichet unique, qu'on puisse mettre à sa disposition les personnes, parce que là c'est éparpillé pour l'instant, même quand on en parle aux élus, c'est complètement éparpillé, c'est difficile de trouver les bons interlocuteurs, alors que ça pourrait être un rôle de l'État, et je pense que ça générerait beaucoup d'économies pour les entreprises, pour nos cotisations, et puis de bien meilleures conditions de travail pour les salariés. Et je compléterais. C'est pas grave, j'ai une grosse voix. C'est bon? Ouais. Un, deux. En fait, pour compléter ça, il y a aussi, je pense, alors j'ai pas les temps, je suis pas venu avec des chiffres. Claire, tu interviens si j'en mets en là, mais je pense que de plus en plus aujourd'hui, le travail va. Alors ça, c'est sûr, c'est qu'il y a plus de gens qui se mettent à leur compte et qui peuvent avoir justement des 1 ou 2 salariés. Et aujourd'hui, c'est le parcours du combattant, parce qu'aujourd'hui, moi j'en fais partie, j'ai une salariée, j'ai énormément de clients et de gens autour de moi dans les réseaux, dans la CPME qui ont très peu de salariés, et c'est un parcours du combattant, malgré le fait que, là j'ai rien à dire, comment dire, la médecine du travail, la GFIP, Cap Emploi, France Travail, tout le monde est vraiment disponible et à l'écoute, mais le chef d'entreprise de base ne connaît rien du tout à tout ça. Parce que c'est aussi des salariés qui sont devenus chefs d'entreprise, et tant qu'on n'a pas besoin de ces organismes-là, on ne s'y intéresse pas en fait. Et le jour où on arrive ça, alors c'est pour ça que je disais amène à ce guichet unique, parce qu'à un moment donné, tant qu'on n'aura pas juste un organisme où on sait que sur les thèmes, quel que soit le thème, entre guillemets, on est chef d'entreprise, on a 2 salariés, on a besoin d'une info, on va vers ça. Voilà. Je pense que ça serait une des solutions. Maintenant, malheureusement, je pense qu'il n'y a aucun politique dans la salle. Voilà. Mais je vous revois. Juste pour terminer sur cette partie accompagnement des chefs d'entreprise, que je connais bien, c'est en exemple, un client sur 2 qui m'appelle. Alors aujourd'hui, moi j'interviens comme un pompier, c'est-à-dire que c'est rare qu'on m'appelle en me disant tout va bien, est-ce que tu peux venir m'aider ou mettre en place, ou analyser mon service RH, mon management, ou ce qui se passe dans mon entreprise. Quand j'interviens, c'est que généralement, on m'appelle comme le 18. Quoi.
Une fois sur deux, c'est parce que le chef d'entreprise est tout seul. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a même pas créé, même avec des entreprises de 50 salariés, il n'a pas créé son quotidien. Il n'a pas créé son petit cercle autour de lui de confiance. En disant, et du coup, il sait ce qui se passe, du coup, je rejoins, il sait ce qui se passe dans ses ateliers, il sait ce qui se passe dans son entreprise, parce qu'à un moment donné, il a été isolé. Lui, son entreprise a grossi. Il était au début, il avait 1 ou 2 salariés, il s'en retrouve avec 10, avec 20. Et c'était généralement, c'est jamais un manager qui crée son entreprise, c'est un commercial ou c'est un technicien qui vient avec son idée, avec sa plus-value, comme nous on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a une technicité et on s'est mis à notre compte. Et ça grossit. Et puis derrière, par contre, dès qu'il y a des vrais problèmes sociaux, bah là, lui, il n'est pas compétent. Donc, une des choses aussi, en plus, je dirais, de ne pas rester tout seul, mais surtout de savoir bien s'entourer. C'est-à-dire qu'autour de soi, les responsables de son entreprise, ça doit être le cercle proche avec qui on s'entend très bien. Pas des amis, c'est un autre débat, mais des gens sur qui on peut compter, où on sait qu'on aura l'information parce que il y a au hasard monsieur ABC dans l'atelier qui là va pas bien et qu'on le saura au bon moment, c'est-à-dire avant les signaux forts. Voilà. Donc ça c'est un autre point. Jean-Paul, sur cette question. Oh, Alors celui-ci, Celui-ci, je pense qu'il est fatigué. voilà. Bien sûr, c'est très important. Et les salariés aussi, il faut qu'ils s'entourent aussi. Ça, c'est très important aussi, des gens entre eux, d'accord, qui prennent le temps de discuter. Encore une fois, la machine à café, c'est vraiment l'outil le plus puissant, hein, d'accord. Et il faut qu'ils prennent le temps de discuter pour repérer les collègues qui ne sont pas bien et comment on reconnaît. On en a parlé, je crois, depuis ce matin et ce midi aussi, mais les premiers signaux, c'est un collègue qui commence à s'isoler, qui commence à plus parler, et un collègue qui, c'est aussi les conflits qu'il peut y avoir aussi, des frictions avec le manager. Généralement, c'est là que ça ressort le plus. D'accord. C'est pas souvent entre collègues, c'est plus avec le manager. Donc là, c'est déjà les premiers signes. Et ça, c'est important de pouvoir les repérer, ces signes-là. Et puis après, c'est d'avoir les leviers justement nécessaires pour pouvoir justement répondre à ces problèmes-là. Et là, c'est là que tout est compliqué, tout devient compliqué, ce qui est paradoxal quand même, quoi. Donc l'écoute est très importante. Par rapport à ça aussi, ce qui est important, c'est que donc les salariés, ils ont besoin aussi de parler de leur travail réel aussi. Ça, on n'en parle pas beaucoup, ça. Mais tout à l'heure, David, il parlait de document unique. Alors, c'est un document où on évalue les risques professionnels d'une entreprise. Mais c'est bien que normalement, c'est un document qui est établi avec le préventeur quand il y en a un, l'employeur et les salariés, et les élus du personnel, pardon. Mais c'est bien aussi que les salariés s'en accaparent aussi. En fait, tous les systèmes de prévention, dès l'instant qu'ils n'ont pas été créés avec les salariés, ils deviennent obsolètes. Quelque part, ils ne fonctionnent pas. Parce que les salariés doivent s'approprier aussi tous les outils. Et pour qu'ils s'approprient les outils, il faut qu'ils participent à l'élaboration de ces outils-là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça va fonctionner au début, mais très vite, si vraiment les actions ne suivent pas derrière, ça ne fonctionnera plus. Et là, c'est là que l'employeur, surtout dans une grosse entreprise, ne va pas comprendre ce qui se passe. Quand tu vas voir son turnover, en fait, le taux d'absentisme qui va exploser, le nombre d'accidents, ça c'est des indicateurs très forts qui vont exploser aussi. Des fois, ça peut venir d'un seul coup, surtout lorsqu'une structure grossit d'un seul coup. D'accord. Et ça, c'est très complexe. Donc, c'est important vraiment d'aller au terrain, au contact, de libérer la parole. Moi, je pense qu'on ne libère pas assez la parole sur le travail qu'on effectue tous les jours. On n'en parle pas. Est-ce que vous en parlez, vous, chez vous, du travail avec vos managers Non, on n'en parle pas. Vous voyez. Donc, je suis sûr que si j'en parle autour de moi, là, je demande à toutes les personnes qui sont là, personne n'en parle du travail. Entre collègues, on en parle, mais c'est toujours négativement généralement, parce que c'est compliqué le travail. Moi, j'en parle pas non plus. Bah oui, c'est sûr. Non mais C'est vrai, voilà. j'en parle pas. Bah voilà. Pourtant, ça fait du bien d'en parler quand même. Ouais, ouais. D'accord. Bon, faut pas s'apesantir dessus parce que sinon ça devient toxique. Mais bon, voilà. Mais au moins libérer. Et le mieux, c'est vraiment d'en parler au travail, avec les managers, avec l'employeur, avec les préventeurs, avec le dirigeant des ressources humaines aussi. Dans les ressources humaines, il y a quand même humain quand même. D'accord. Et là, c'est pareil. Ils ont aussi perdu un peu la valeur de leur métier aussi. C'est ça qui est incroyable. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je Ouais, le dis. ouais, bah, voilà, Mais je me doutais bien. Je reprends après juste 30 secondes pour parler du métier RH en majeur. Donc, aujourd'hui, les salariés, ils ont vraiment il y a une vraie perte de sens au travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à l'augmentation des auto-entrepreneurs, que j'appellerais un petit peu l'ubérisation du travail. C'est ça. On est d'accord. Voilà, donc c'est un peu l'ubérisation du travail, c'est du salarié à la carte. D'accord. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que du coup, on individualise encore plus les salariés. Même si on retrouve aujourd'hui de plus en plus de création de réseaux, et ça on en entend de plus en plus, hein, mais c'est toujours des personnes indépendantes.
Ok. Mais dans une entreprise, il faut en parler de ça. C'est vraiment important de recréer du collectif, de s'approprier les outils, de participer. Et j'aurai des exemples que je vous montrerai après dans un grand groupe industriel du bâtiment, où vraiment ils ont créé ces systèmes-là et ça fonctionne. Oui, un petit mot là-dessus pour compléter ce que tu viens de dire. Il faut changer les mentalités. Est-ce que la santé des salariés, c'est un problème de santé publique ou un problème propre à chaque entreprise? Comment on le considère? Pourquoi est-ce qu'on forme les managers dans les écoles? Pourquoi est-ce qu'on forme les salariés, quelques niveaux et pourquoi on ne les sensibilise pas à la prévention? La prévention, aujourd'hui, on sait le coût que ça. Vous en avez parlé tout à l'heure, je crois, avec monsieur Porter, sur la manière dont les gens vivent le travail. On voit la souffrance qu'il y a. D'ailleurs, ça a des impacts considérables, à la fois sur le fonctionnement de l'entreprise, sur la vie privée des gens, et des coûts pour la société. Donc, le coût, il est terrible, mais donc sans la sensibilisation des différents interlocuteurs, mais je prends l'exemple de certaines entreprises où les salariés ne sont pas écoutés. Alors il y en a qui le font volontairement, il y en a parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que les managers ne sont pas disponibles, ne peuvent pas être à l'écoute tout le temps partout. Et cette ubérisation dont tu parlais, c'est aussi le reflet de cette souffrance. C'est-à-dire il y a plein de salariés qui choisissent l'auto-entrepreneuriat pour s'extraire de cette souffrance. D'accord? Et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des causes. On ne s'occupe pas des causes. Voilà. Vous vouliez rebondir sur le J'ai poste plein de de choses à dire, mais du coup, de RH. combien de temps je vais vous donner? 3 minutes. 3 minutes? 3 minutes. Oui, oui. Parce qu'après, on prend les questions. Bon, je vais m'en occuper, hein, c'est pas grave, tant pis. Tu l'as très bien dit, Jean-Paul, sur l'ubérisation du travail. Sur les métiers RH, comme beaucoup de métiers, en fait, le souci aujourd'hui, tous mes collègues RH, et je le vois parce que je forme des RH aujourd'hui, j'interviens en entreprise pour former des gens qui évoluent sur des postes en RH, qui deviennent RH, des RH. C'est un métier qui a énormément évolué depuis. Alors, le premier coup de semence, je parle avec des CSE, vous allez des membres de CSE, vous allez me dire, mais ça a déjà été la première loi et une connerie avec ça a été le démarrage, c'était le début de la fin. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que tous les ans, il y a eu des réformes majeures. Il y a eu des réformes majeures qui ont complètement changé le travail et le métier du RH en particulier, et du coup qui ont impacté les salariés. Et aujourd'hui, on se retrouve, alors ce qui était peut-être déjà le cas avant, hein, mais avec des ressources humaines qui sont censées tout gérer. C'est-à-dire qu'en fait, je vous mets au challenge d'essayer de définir l'étendue du métier d'un RH aujourd'hui, en partant du recrutement, de l'intégration, formation, développement, management, outplacement, voilà, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, encore, c'est des spécialités. En plus, si on veut bien le faire, ça demande de la spécialité. Et aujourd'hui, je vais être un peu rapide, je vais catégoriser les métiers RH en deux. Quand je forme des RH, je leur dis, vous avez soit le RH de bureau, soit le RH de terrain. Je ne vais pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est pas ça. Même si je pense que les RH de terrain, entre guillemets, c'est le vrai métier RH. Je vais rejoindre sur le fameux machine à café. J'aurais plein d'anecdotes, mais on n'a pas le temps. Tant pis, je vais essayer de tenir mes 3 minutes. Et surtout, le RH qui devient de bureau, ce n'est que de la paperasse et ce n'est que du reporting, justement, ce qu'on dit sur le manager. Donc c'est le RH qui va juste gérer des dossiers, qui va gérer des noms, qui va faire les contrats, c'est le juriste. Voilà. C'est pas intéressant aujourd'hui, c'est dans les très grosses boîtes et maintenant, malheureusement, c'est en train de devenir ça. Le vrai RH, il doit être sur le terrain. Juste moi, quand j'étais DRH, je commençais à travailler à 10h. Parce que de 8h30 à 10h, j'étais à la machine à café. Et je faisais le tour de l'atelier, je faisais le tour de tous les bureaux. Ça me prenait 1h30 par jour. Parce que, par contre, je bossais. Et j'ai eu la chance, c'est d'avoir un président qui l'acceptait. Qui ne me disait pas, attends, tu t'es dit à 10h, t'es revenu au bureau. Non. Il savait très bien que j'étais sur le terrain et qu'avec ça, je savais tout ce qui se passait dans l'usine. Voilà. Donc c'est ça le vrai RH de terrain aujourd'hui et qu'on essaye de former. Et pour terminer, juste, il y a une cause de désinsertion
sur lequel on n'a pas abordé, j'aimerais juste qu'on l'aborde un petit peu, c'est lié aux compétences, et je vais amener un thème qui est l'IA aujourd'hui. C'est une cause, c'est une grande révolution qu'on est en train de vivre. La dernière révolution de ce niveau-là, je pense que c'était pas Internet, c'était l'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je vous recommande juste là-dessus, d'ailleurs, un podcast par France Inter qui est vachement intéressant sur l'émission Le Téléphone Somme, qui est l'émission du soir. C'était l'épisode du 17 mars qui s'appelle l'IA, mon nouveau collègue de bureau. Et il y a énormément de témoignages qui sont vachement intéressants de gens justement qui étudient dans les plus ou moins grosses boîtes, comment l'IA est en train d'intervenir dans leur métier et comment c'est en train à la fois de cristalliser beaucoup de problèmes, de stresser énormément de gens, des employeurs et des employés, et qui est en train de remettre toutes les cartes. Donc après, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais Une conférence là-dessus. ouais, ça c'est une conférence à part entière. C'est oui, une journée à part entière. Voilà, on invitera David et puis. Je suis un spécialiste. Ouais, voilà, donc c'était ça, je voulais juste amener aussi ce sujet-là. Et encore une fois, la conclusion pour moi, elle est la même. Hein. On ne reste pas tout seul. Monsieur Pexoto? Oui. C'est pas fait 3 minutes. Facilement. Très bien. Alors, on va avancer sur la rupture, on en a parlé tout à l'heure. Arrêt de travail, on a dit qu'il y avait plusieurs acteurs internes. Le préventeur, quand il y en a un, ou le référent hygiène et sécurité, qui est obligatoire depuis 2012, mais on n'en voit quasiment pas dans les petites entreprises. C'est une fonction, c'est même pas un poste, c'est une fonction supplémentaire. Et voilà, ça n'existe pas, on en voit très peu, j'en parle très peu quand même, c'est bien dommage. Ensuite, on avait les acteurs externes qui sont ici. Donc, comme m'a dit, je rejoins encore une fois Cyril et puis aussi David, c'est qu'il y a des élus, mais il y a aussi les acteurs externes, que sont la CARSAT, Tressoret et bien d'autres encore. Ils ont un rôle très important, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que malheureusement, encore une fois que c'est trop tard, c'est très compliqué, on l'a entendu ce matin déjà, c'est très très compliqué. Toute la procédure administrative pour la reconnaissance d'un accident, c'est très compliqué, ça a des impacts sur la vie privée aussi du salarié victime, mais aussi sur l'organisation du travail. Enfin voilà, c'est vraiment des impacts énormes qu'on mesure mal. Et de ce fait, c'est là qu'on voit que aujourd'hui, on retrouve beaucoup cette pensée chez l'employeur, c'est que la prévention, ça coûte cher. Voilà, c'est une perte de temps et ça coûte cher. Alors qu'en fait, David l'a très bien dit, la prévention, quand elle est bien menée, quand elle intègre toutes les parties prenantes de l'entreprise, eh bien, c'est un investissement et on gagne de l'argent derrière, on gagne surtout en termes d'humanité et sur la santé au travail aussi. Et je suis certain que c'est un levier de qualité et de performance énorme derrière quand on prend en considération les attentes des salariés. Même si on n'arrive pas à répondre à toutes les attentes, et ça c'est important de le dire aussi quand on ne peut pas, parce que les salariés comprennent quand on leur dit qu'on ne peut pas répondre à toutes les problématiques, mais en tout cas ils le comprennent, en tout cas ça a été entendu, ça a libéré quelque chose. Donc ça c'est important, donc c'est un levier énorme. Ensuite, Je peux dire un mot, Jean-Paul? oui, bien sûr. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais l'un des leviers extrêmement importants et qui existe dans toutes les entreprises, sous différents circuits, c'est la formation, le plan de formation. Parce que là aussi, il y a un cap à franchir pour les employeurs et pour les salariés, c'est de prendre le plan de formation comme un outil de prévention. C'est-à-dire pas seulement augmenter les capacités productivistes des salariés, mais aussi pouvoir leur permettre de s'adapter, soit en interne, parce que dans une entreprise, il y a plusieurs métiers, donc que ce ne soit pas cloisonné et sclérosé, et il y a aussi des emplois à disposition dehors. Aujourd'hui, les carrières où je faisais ma carrière dans une seule entreprise, à part quelques exceptions, c'est plus ça, mais là aussi, encore, il y a du retard en termes de prévention, et le plan de formation doit servir à ça, aux élus de s'en emparer et à l'employeur de prendre conscience de ça aussi. Le plan de formation fait partie de la prévention. Oui, mais c'est un outil intégrant, bien sûr. Ils sont pris comme un coup. Si vous avez la formation réglementaire qui est obligatoire, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement. Donc le grand enjeu, on l'a dit ici, c'est pourquoi attendre la rupture, donc on en a parlé. Hein, tout cela fonctionne, mais c'est complexe, c'est long, et c'est coûteux humainement et économiquement. C'est pour ça que de tout cela, de toute mon expérience et de ce que vous dites aussi, ça confirme bien ce que je pense. J'en ai élaboré une approche qui s'appelle la conscience préventive, qui est axée sur 3 piliers. Le respect, quand on respecte, quand on se sent respecté, quand on respecte ses collègues et sa hiérarchie aussi et vice-versa, forcément, on voit le travail qui est fait vraiment, c'est-à-dire qu'on a libéré de la parole, donc on parle du travail réel, on en comprend ses contraintes,
et on considère les personnes. C'est la reconnaissance, en fait, la fameuse reconnaissance au travail qui est très très dégradée aujourd'hui. Dès l'instant qu'on a le respect, qu'on s'est senti écouté sur le travail réel qu'on effectue, on retrouve la dignité au travail. Ça, c'est important aussi, la dignité. Aujourd'hui, toutes les personnes, quasiment beaucoup de salariés, ont perdu leur dignité au travail. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus reconnus pour ce qu'on a fait. On sait dire ce qui est mauvais, mais pas ce qui est bien. C'est vrai ou pas? C'est vraiment un phénomène, ça. Et ça, c'est dommage. Donc, libérer la parole, c'est ça aussi, c'est permettre de bien faire son travail, donner les moyens adaptés et réhabiliter la parole. Une fois qu'on a redonné la dignité, derrière, on a forcément le salarié, la personne devient responsable. Automatiquement, pas besoin de législation, pas besoin d'outils, elle devient automatiquement responsable. Tout ça, bien sûr, dans un cadre qui est important. Voilà, ça, c'est sur les 3 piliers. En fait, c'est tout simplement retrouver le bon sens de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on vit tous les jours, retrouver le bon sens, l'humanité, en fait, tout simplement. Donc, le respect redonne la dignité mène à la responsabilité. Il n'est pas d'accord avec l'humanité. Si, je suis d'accord. Il en faut. La première manière qu'on a peur de respecter ses salariés et de reconnaître leur travail, c'est de bien les rémunérer. La première chose pour laquelle on va travailler, c'est quand même la rémunération. Bien sûr. Parce que derrière, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, il faudrait peut-être remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Ça reste Alors, je sais que les employés ont des difficultés. Hein. Ouais, non, mais Pour ça reste rémunérer, le premier. mais ça reste une question centrale. C'est le premier motif de motivation au travail, c'est l'argent. Bah oui. Ça reste On pas parlait l'argent. avec monsieur Même le après le porteur. Covid. C'est moins. Et moins, des après le engagements Covid. viennent de là aussi. Il y a d'autres façons de récompenser le salarié, mais l'argent reste le premier levier. Et si on n'est pas payé à sa juste valeur, de toute façon, on ne peut rien faire de plus. Putain, je parle en termes RH et motivationnel. Des fois, on se suffit d'un salaire pas très élevé, mais par contre, le manque de reconnaissance. Bah oui, c'est pas Allô? C'est le manque de reconnaissance. Ah oui, hein. La reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Des fois, on accepte il y a plein de salariés qui vivent avec des salaires pas suffisants. Mais ce qui les fait souffrir, c'est ce manque de reconnaissance parce que voilà, il n'y a pas de réciprocité. Alors, on a parlé de la machine à café, de pas mal de leviers qui sont intéressants quand même. Et bien tout ce que je vous ai dit, ça fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a eu beaucoup de construction, qui a mis en place cette démarche. Alors ils avaient déjà un système préventif qui existait déjà, qui s'appelle la culture juste. La culture juste, en fait, c'était un système de prévention qui permettait de repérer très rapidement en fait les écarts en termes de sécurité sur le terrain. Mais ils ont été beaucoup plus loin. En fait, il y a, comment vous dire, j'ai rencontré, parce que je suis aussi formateur pour l'OPP-BTP, qui est un gros organisme de formation du BTP. Et donc, j'interviens aussi pour former des salariés du travail temporaire, en fait, de boîte d'intérim, et donc des permanents. Et donc, on fait des visites de chantier. Et lors d'une visite de chantier chez Bouygues Construction, dans la prison, l'agrandissement de la prison de Villepinte, j'ai rencontré Jérémy Combe, qui est un préventeur cadre, qui a une trentaine d'années, donc une jeune génération, et ça je peux vous dire que j'en vois de plus en plus, je ne sais pas si mes collègues diront la même chose, mais justement il a amené quelque chose, il a amené de l'humain en fait dans le système de prévention. Il faut savoir que avant chez Bouygues et Construction, ils avaient une réputation de l'extérieur d'avoir un management préventif assez dur, d'accord? Ils étaient beaucoup sur la sanction. Et justement ce nouveau paradigme qu'ils ont apporté, c'est quoi en fait? Comment ça se traduit? Ils valorisent déjà les bons comportements. C'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le travail. Le bon comportement, le travail bien fait, et eux le valorisent. C'est-à-dire qu'ils vont au contact des personnes pour justement valoriser ce qu'ils font bien. C'est aussi comprendre avant de sanctionner. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient des contacts, des écarts, en termes de sécurité ou de comportement, ils vont pas l'interpeller en faisant un reproche, mais justement essayer de comprendre pourquoi il y a cet écart. Ils sont pédagogues. Jérémy Combe, il m'avait expliqué justement qu'ils utilisent une image d'un enfant qui est avec son papa et qui va traverser une route et l'enfant se jette sur la route. Donc le papa le retient. D'accord? L'ancienne politique de prévention, c'était je gronde l'enfant, sans lui expliquer le pourquoi du comment. Du coup, oui, ça va le choquer, mais est-ce que ça va avoir un vrai impact derrière? Vous voyez un petit peu? Avant, ils fonctionnaient beaucoup comme ça et beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça. La nouvelle approche qu'ils amènent, c'est justement, on le retient, on le sauve la vie déjà, c'est très bien. Et ensuite, on lui explique, on lui demande pourquoi il s'est jeté sur la route. D'accord? Est-ce qu'il a analysé suffisamment en fait les risques qu'il y avait? Donc, et après, il y a toute une démarche pédagogique pour lui expliquer en fait les risques, pour qu'il l'intègre vraiment. Donc, il lui pose des questions, il lui fait participer. Et là, l'enfant comprend beaucoup mieux en fait. Forcément, si après ça recommence au niveau de l'entreprise, après il y a la réglementation qui est là, on n'est pas là pour faire non plus l'assistance sociale, il y a quand même des limites. Mais en tout cas, on responsabilise le salarié. Mais parce qu'on l'a écouté,
parce qu'on l'a fait vraiment parler, on l'a parlé du travail en fait. Et donc là, c'est cette démarche-là qu'ils ont mis en place, et ça fonctionne vraiment très bien. Ils encouragent aussi le remonter, parce qu'en fait, les outils qu'ils ont créés, ils leur ont donné, parce qu'ils ont beaucoup de sous-traitants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est dans le bâtiment, le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est quand même le secteur où il y a le plus d'accidents mortels au travail quand même, il faut le dire. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vraiment un système de prévention qui était là, mais qui ne fonctionnait pas forcément. Ils ont encore beaucoup d'accidents. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont beaucoup de sous-traitance en cascade. Donc des travailleurs détachés qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas la même culture de prévention, qui ont une barrière de la langue. Et justement, ils ont créé un système pour justement faciliter la communication, parce que ça, c'est quelque chose dont ils insistent beaucoup, c'est communiquer, énormément communiquer. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'outil aux sous-traitants en leur expliquant, d'accord, comment fonctionne l'outil. Puis après, ils le font vivre, ils le font évoluer. Donc, ils font du travail de groupe. Alors, c'est vrai, c'est du temps. C'est du temps qu'ils prennent pour écouter le travail réel. Et alors, quand ils discutent du travail réel, ils vont vraiment jusqu'au bout du bout, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont voir aussi l'organisation du travail. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment bien? Est-ce qu'ils ont les moyens suffisants? Est-ce qu'ils ont les bons outils? Ils vont même jusqu'au management. Ils ont eu des cas où, justement, il y avait un management déficient. Et au lieu de sanctionner, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont fait remonter en compétence le manager. Ce qu'on disait tout à l'heure, la formation, c'est très important. Donc, vous voyez, c'est vraiment des systèmes qui fonctionnent bien. Ils sont à l'écoute des signaux faibles, c'est-à-dire qu'en fait, tous les petits signaux, ils ont des systèmes aussi pour pouvoir discuter, avoir tous les jours des discussions avec les sous-traitants, avec les équipes. Donc, ils écoutent, c'est aussi des moments conviviaux aussi qu'ils ont. Et c'est important aussi d'avoir tous ces petits signaux faibles et justement de les traiter. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une approche, en fait, ils appellent ça la réaction juste. C'est-à-dire qu'on va réagir à un écart, mais on va le faire de manière juste. Et derrière ça, en fait, sur ce chantier-là, qui est un chantier, donc le Villepinte, ça fait depuis 8 mois qu'ils l'ont démarré, donc c'est un chantier expérimental, et les accidents ont vraiment diminué alors qu'ils ont doublé les effectifs. Ils ont vraiment eu c'est incroyable ce qu'ils ont vécu. Et juste pour finir avec ça, qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y avait un chef de chantier pilote qui s'occupait de ce projet-là. Et un jour, il a mené tout le projet dans son équipe au tout début. Ça a eu des bons résultats. Et alors un chef de chantier à l'ancienne, un peu, vous savez, assez résistant en fait au changement. Et ce monsieur-là a été convoqué par son supérieur. Il s'est dit, je vais me prendre une cartouche. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et en fait, son supérieur l'a félicité pour le travail qu'il a fait. Parce qu'ils avaient fait du bon travail. La qualité était là. Le moins d'accidents, meilleure communication. On voyait des salariés qui étaient vraiment contents de leur travail et heureux de faire ce qu'ils font. D'accord? Et là, vous savez ce qui s'est passé? Le chef de chantier s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Tellement il était heureux que enfin, on reconnaisse le travail qu'il fait par ses équipes et par lui aussi. Vous voyez? Donc ça fonctionne. Chez Bouygues, alors. Chez Bouygues Construction. Donc ça fonctionne, donc ça peut marcher. Je me tourne vers vous, mesdames et messieurs du public, pour savoir s'il y a des réactions, éventuellement des partages des questions autour de tout ce qu'on a sauvé là depuis presque 1h30. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, non. Pas d'intervention. Si, peut-être au fond de la salle. J'ai pas assez pris la parole aujourd'hui. C'est vrai. Non, en fait, effectivement, le dialogue sur faire parler les personnes du travail qui vivent au quotidien, c'est la clé. Et en fait, on se pose la question de qu'est-ce qui fait que finalement, dans les entreprises, ça bloque quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément toujours à mettre en place ce dialogue-là? Moi personnellement, je pense que c'est déjà la crainte de libérer la parole, un peu comme ça va être une remontée de plaintes qu'on va pas forcément être en capacité de gérer, c'est-à-dire les employeurs qui disent voilà, on ouvre les vannes et du coup après qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on sait y répondre? Je pense qu'il y a ça aussi qui fait peur, un peu du genre on va faire la liste au Père Noël et puis moi je vais devoir gérer tout ça. Et là-dessus, je pense qu'il y a c'est pas parce qu'on libère la parole forcément qu'on va devoir tout répondre à tout. Il y a des choses sur lesquelles on va être limité, mais au moins les salariés pourront comprendre. Déjà, ils se sont exprimés, ils ont été compris, entendus. Si ça peut pas être résolu, c'est une chose, mais au moins ils sauront pourquoi. Et je pense que ça, c'est effectivement important. Et puis aussi,
on ne sait pas forcément toujours comment faire parce qu'on a peur de rajouter une surcouche de encore une réunion, encore un truc, un protocole, un outil. Et du coup, ouais, je trouve que c'est tout le challenge aussi d'arriver à intégrer ça dans la culture d'entreprise, dans ce qui existe, sans alourdir encore et encore et encore la prévention. Voilà. Et aussi, je pense quand même sur la machine à café, je suis tout à fait d'accord, j'en avais parlé avec Jean-Paul, et je trouve quand même que c'est important de structurer, d'avoir des espaces quand même structurés pour parler du travail, pour pas que ce soit de vicieux, et que ça aboutisse à quelque chose de concret. Ouais. Voilà. T'as raison, il y a l'inverse. Il y a aussi, moi j'ai des entreprises, des clients qui sont trop dans le informel. Il n'y a jamais de formel. Là aussi, c'est pas bon. C'est clair. Il n'y a jamais de formel. Il n'y a jamais Oui, ça, il y a d'entretien. que la machine à café. Que la Non, machine il à faut café. un- Ça aussi, c'est pas bon. Non, mais il faut un système, bien sûr, derrière, qui puisse répertorier, Ouais, ouais. structurer les choses, bien Ouais, sûr, tout c'est à fait. important. Madame. Ouais, je me demandais si pour accompagner les personnels, justement, et les représentants du personnel, pour pas que les instances deviennent des listings de listes au Père Noël ou autres, est-ce qu'ils avaient des formations, des présentations de leur rôle de délégué du personnel? Parce que ça peut permettre aussi d'avoir une parole beaucoup plus construite auprès des managers ou des représentants et pas s'adresser avec je viens complètement bougon à rentrer, je vais y aller, je vais massacrer tout le monde parce que vraiment ça va pas bien. Mais voilà, avec un esprit de travail et d'ouverture et de compréhension Est-ce que ça serait réciproque. tout à fait. Alors, je vais répondre sur cette question-là, parce que c'est mon métier. Je fais de la formation pour les représentants du personnel, notamment. Les droits à la formation, ils existent, mais ils sont bien insuffisants, évidemment. Puisque aujourd'hui, dans 90% des entreprises, les mandats d'élus de CSE, c'est 4 ans. Et les droits à la formation, c'est 5 jours pour 4 ans. C'est ça. Donc, C'est déjà tot- pas mal. Oui, mais Il y a c'est pas des suffisant. institutions où c'est 0. Oui, mais on peut faire même moins encore. Hein. On peut faire moins. Ça dépend si la prévention, c'est un sujet important ou pas. 5 jours sur 4 ans. Oui, mais si on arrive à comprendre quel est son rôle en tant que représentant du personnel, peut-être que quand on arrive, une fois qu'on l'a compris, il peut y avoir des redites pour... parce que ça peut s'effilocher au cours du temps ou on peut perdre le sens. Mais au moins, quand on arrive dans les instances, on essaie de comprendre et de voir quelle est la posture que l'on doit adopter en tant que représentant du personnel. Et pas arriver dans un esprit combatif ou j'en sais rien, Non, mais de rébellion, mais de travail ensemble. Aujourd'hui, par rapport aux problématiques qui sont liées à la prévention, puisqu'on part des TMS, troubles musculo-squelettiques, harcèlement sexuel, agissement sexiste, harcèlement moral, maladies professionnelles, les incivilités, les addictions. On ne peut pas demander à un élu, un salarié lambda au départ, d'appréhender, de connaître tous les mécanismes en 5 jours. Et puis, point barre, 5 jours, et hop, tu vas exercer ton mandat. Pour les employeurs, c'est pareil. Qui les forme? Qui les sensibilise à ces questions-là? Donc, les moyens sont insuffisants. Encore une fois, est-ce que la prévention, c'est un investissement ou un coût? Voilà. Moi, j'estime que c'est un investissement, mais il faut se donner les moyens. Là, je ne parle pas que des employeurs, je parle aussi des pouvoirs publics. Il faut se donner les moyens. Oui, mais du coup, c'est un cercle sans fin, puisque, comme on l'a dit, les RH ont pris une charge. La réglementation évolue, se durcit, en tout cas s'amplifie. Le manager, il est au milieu de tout ça, c'est pareil. Enfin, moi, je parle du millefeuille. En fait, aujourd'hui, là, plusieurs casquettes, mais je travaille dans une grosse boîte avec un beau CSE, un gros système de management, on est sur des sites Céveso. Alors, millefeuille, on connaît. À chaque évolution de réglementation, il y a des nouvelles procédures. Alors déjà, les gars, ils savent plus comment bosser. Enfin, j'exagère à peine. Mais les managers, au milieu de tout ça, il faut faire du RH, il faut faire de la sécurité. Bon, à un moment donné, il faut faire son boulot. C'est insoluble. Et les RH sont pas mieux. Et donc aujourd'hui, moi, je m'inquiète parce qu'effectivement, comment faire ça? Et je rejoins ce qui vient d'être dit. En tant qu'élu, 5 jours, jamais de la vie on est prêt. Parce que Jamais de la vie. En fait, on découvre un peu des trucs. Oui. Et puis, c'est la vraie vie qui nous fait nous rendre compte
de sujets auxquels il faudrait peut-être consacrer du temps. Et Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a très pas de dense. politique publique sur la prévention au travail, en fait, les élus, chaque entreprise a ses problématiques. Ouais. Et en fait, on a une prévention au mieux par type d'activité. Donc c'est hyper compliqué, il n'y a pas... bon. On va faire les choses. Mais de toute façon, à un moment, ça va pas tenir. Parce que là, tout ce qu'on entend là, c'est une catastrophe en ce moment qu'on est en train de vivre. Tous les gens travaillent à flux tendu. C'est le moto à 5 pattes, ça va pas tenir. Tout va craquer hein, un jour ou l'autre. De toute façon, c'est déjà en train de craquer. Donc à un moment, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et la prise de conscience, elle existe déjà, elle est déjà en marche. C'est les jeunes, la nouvelle génération, elle est en train de bousculer toutes les lignes. Et ça, je pense que vous pouvez le voir aussi. Alors peut-être pas forcément bien des fois, mais bien souvent, ils ont vraiment une notion en fait du monde du travail qui est complètement différente de la nôtre. Ils sont en train de vraiment de bousculer les lignes et à un moment, ça peut plus tenir. Donc à un moment, il va y avoir une vraie prise de conscience aussi chez les employeurs et il y a déjà une prise de conscience qui est en train de se faire. Alors, bien sûr, on n'en voit pas beaucoup la couleur, mais regardez le cas de Bouygues Construction quand même, qui est un géant de la construction, on voit quand même que c'est en train de bouger, quoi. Vous voyez, donc il faut rester optimiste. Je suis d'accord, c'est encore difficile, il va y avoir beaucoup de souffrances et beaucoup de catastrophes malheureusement, mais c'est en train de changer. Franchement, moi je préfère rester optimiste, mais voilà. Je voulais dire aussi un truc par rapport à ce J'ai que une j'ai astuce entendu. après, je prends, vas-y. Je sais plus en fait. Je vais dire une astuce, c'est un truc pas bien que je vais dire, que je dis à tous mes clients et puis aux managers que je forme et aux RH que je forme. Je leur dis, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je leur dis, même au niveau de la loi, hein, il y a déjà un truc, on est pragmatique. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qui est bien. Il faut faire ça. Et le reste, on s'en fout. Tant pis. Parce qu'on sait ce qui est en trop. On sait ce qui est de la paperasse. Et du coup, voilà, on va au plus pragmatique. Oui, c'est là Et c'est qu'on dur à en dire, revient- bah, c'est là qu'on en revient à ce que vous Normalement, disiez je tout le à dis l'heure pas. sur privilégier le terrain, privilégier l'humain avant de remplir les reportings et de faire des J'essaye quand j'interviens. réunions. J'essaie quand j'interviens de simplifier les choses plutôt que de rajouter des choses. Il y a toujours une phase où on est obligé de rajouter des réunions. Effectivement, tu as raison, Mathilde aussi. On rajoute une réunion pour expliquer des choses. Et j'essaie toujours à un moment de trouver quelque chose en disant oui, ça, on va plus le faire ça. Ah bon, non. Pourtant, ouais, c'est une obligation légale. Et des fois, je vais vous dire un truc en RH. On me demande souvent, les chefs d'entreprise, ils me demandent alors c'est quoi, si je le fais pas, ce fameux truc-là, qu'on me demande de déclarer une fois par an, c'est quoi le risque? Je sais pas, j'en sais rien. Donc on fait plus. On fait plus. Et pour rebondir juste un mot sur ce que vous disiez, qui est très juste, le millefeuille, c'est vrai qu'il est très compliqué à gérer, mais je pense qu'il vient d'abord parce que les gens qui établissent ces normes, ils sont plus sur le terrain. Ils décident tout seuls, ils sont déconnectés de la réalité. Parce que si on demandait aux salariés, je pense que, et aux employeurs, hein, je ne parle pas des grosses entreprises, hein, je parle des petites, pour que ces entreprises fonctionnent, c'est du bon sens. Hein. Et le bon sens, ceux qui éditent les normes, ils l'ont un petit peu oublié parce qu'eux, ils ne pratiquent plus ces métiers-là. Donc c'est de la théorie. Et je voulais juste recompléter par rapport à la conférence d'avant. Ce que je trouve dramatique, c'est qu'aujourd'hui, les managers sont en difficulté et on a dit que c'est eux qui devaient voir les signaux faibles. Et du coup, c'est un peu le bordel, parce que clairement, si eux-mêmes sont déjà en difficulté et ne sont pas aidés parce que sont entre le marteau et l'enclume, et les RH, c'est pas mieux. Donc aujourd'hui, c'est pareil, je suis de la naturelle optimiste, Oui, mais là c'est tout de pour ça suite qu'il faut sur du le collectif. sujet, c'est Et quand il faut même du hyper collectif. complexe. Moi, quand j'étais pour du aider les personnel, gens. on a aidé des RH, des DRH, autant qui étaient des fois en conflit avec nous, même des employeurs. Nous, j'avais un directeur d'agence qui s'est mis à pleurer le soir. C'est sa secrétaire qui l'a vu en train de pleurer le soir parce que ses ingénieurs de production, le chantaient complètement sa autorité au-dessus. Il s'en prenait plein la tête. Donc, elle l'a vu pleurer. Moi, en tant qu'élu, avec mon collègue aussi, élu du personnel, qui était secrétaire du CSE, on est allé le voir. Il a été surpris de nous voir venir. On dit on est là aussi pour vous représenter, pour vous aider. Vous êtes un salarié avant tout aussi. C'est un chef d'établissement, un grand groupe. Il a été surpris. Je dis non, c'est notre rôle aussi en tant qu'élu d'aller voir tout le monde en fait, dès l'instant qu'il y a de la souffrance. Je vais être un petit peu. Et justement, ça crée aussi du lien, ça renforce du lien aussi, parce que le lien, on l'a perdu, mais il faut recréer le lien. Et puis aussi, vous avez aussi, quand on parle de millefeuille, quand on dit comment on fait, en fait, il faut reprendre ce qui existe déjà pour pas rajouter des procédures et reprendre ce qui existe, mais redonner du sens, redonner du temps en fait à la parole. Parce que dans toutes les procédures, un manager, il manage de l'humain. Donc il est bien obligé de parler à un moment.
Donc voilà, il faut redonner le terrain à la parole, à la communication. En fait, il n'y a pas besoin de rajouter de couches de procédures, de systèmes et autres. Il faut juste reprendre ce qui existe et développer en fait la parole. Et lui faire la parole. Arrive un moment, vous avez une fiche de poste. Arrive un moment, dans la fiche de poste, il faut savoir dire non aussi. Je sais que c'est pas facile. Il faut savoir s'affirmer aussi au travail aussi. Ça, c'est très difficile, je comprends, parce qu'on a des contraintes et tout ça, on est souvent isolé. Mais il faut savoir dire non aussi. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Là, ça y est, je suis à fond, là, je ne peux pas faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir dire stop aussi à un moment. Tout à l'heure, madame a parlé aussi de conflit. Pourquoi les élus aussi, ils arrivent, ils sont bagarreurs aussi? Parce qu'il y a tellement de souffrance autour d'eux, ils sont tellement interpellés aussi par les gens. Eux-mêmes, ils ont souffert. Vous savez que les élus du personnel, ils sont encore plus en souffrance bien souvent que les salariés lambda. Donc, parce que quand ils ont des convictions, ils ont envie de défendre aussi les salariés. Ils se trouvent confrontés face à des employeurs qui ne veulent pas les écouter, qui les méprisent. Ça existe, il faut dire ce qui est, d'accord? Voilà, c'est le monde du travail aujourd'hui, c'est la réalité. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais les élus, c'est des caisses burettes, là, ils sont toujours dans un autre dos, mais c'est parce qu'ils font leur taf aussi. Alors peut-être qu'ils n'ont pas la forme, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas suffisamment formés. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais élu du personnel, c'était même pas de moi, c'était de mon délégué syndical, qui disait toujours, un bon élu, c'est un élu qui est bien formé. Point barre. Une fois qu'il est bien formé, il y a aussi la transmission aussi des savoirs, des compétences des anciens aussi qui est là. Généralement, ça se passe bien et on se fait respecter. Mais il faut savoir s'affirmer et dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est super important. Et là, on évite la bagarre, la confrontation pure et dure. Où ça part dans n'importe quoi. Merci, tu voulais poser une question? Une dernière intervention, après on sera obligé de clôturer cette table. Moi, c'est deux mots. Il faudrait changer le terme ressources humaines, parce que l'humain n'est pas une ressource. Ouais. Non, moi je dis Vous avez des choses à dire? non, Le juste. service du personnel. J'ai juste dit que moi aujourd'hui, mon DRH, je n'irai pas l'aider. Hein. Ça, c'est une certitude. Non, mais ça dépend aussi les contextes. Pourquoi? bien Parce sûr. que sans être vulgaire, il se fout de notre gueule à chaque CSE. On n'est pas écouté. À chaque fois qu'on lui fait remonter les problèmes, ça sort, enfin voilà, ça rentre là, ça ressort là. Et pourquoi il ne vous écoute pas, à votre avis? Je sais pas. Il n'a peut-être pas les moyens au-dessus, ou je sais pas. Je sais pas. J'ai une bonne démarche de comprendre pourquoi. Vous avez vu, c'est bien ce que vous avez fait déjà. Bon, ça n'empêche pas que peut-être qu'il est vraiment mauvais. Non, avec moi vous, je pense mais- qu'il y a une mauvaise volonté. Hein. Il y a Oui, aussi- on lève le tapis, on met les Il y poussières aura et un puis. exécutant. Ah ouais, non, chez nous c'est une catastrophe. Je pense que c'est au-dessus C'est- qu'ils disent de faire. Oui, le et je tout pense puis, aussi qu'il veut cacher les choses. Oui, Je aussi. te dis, il lève le tapis, il met la poussière et il referme. Voilà, c'est. Il y a Tout la va bien, culture tout va d'entreprise, bien. en fait. Nous, C'est quand la on les culture écoute- d'entreprise, c'est de la manière, en fait, tout dépend. Alors, je suis toujours en rigolant. La culture, la J'ai peur. j'ai le souvenir d'une bande dessinée de Boulet-Bill où chaque personne qui promenait son chien, le maître ressemblait au chien. Ah oui. Vous voyez, donc, voilà. Et en fait, je fais toujours la métaphore en disant, vous voyez, une entreprise c'est pareil, ça ressemble à son dirigeant. C'est vrai. Mais c'est vrai Si que le nous- dirigeant, si c'est quelqu'un de bien, d'humain, ça se ressent Ouais. dans toutes les strates. Mais ils Il font peut y avoir semblant. des erreurs, Mais ils font il peut y avoir semblant. des anomalies, Il y en a qui avoir font semblant. il peut y avoir un harceleur. Oui, oui, alors après, il y a la culture, je dis la culture affichée, la culture réelle de l'entreprise. Mais la culture réelle de l'entreprise, elle va être forcément en lien avec la politique réelle du dirigeant, ou de la dirigeante de l'entreprise. Et le DRH, qu'il soit exécutant ou qu'il soit décideur parce qu'il a le pouvoir, va pouvoir plus ou moins agir ou pas. Voilà. Puis après, il y a des personnalités, il y a des gens bien et des gens pas bien. Après, Et, c'est vrai là, en qu'on plus, parle. Ah ouais. D'où la complexité de la chose. On parle de l'écoute, on parle de tout ça. C'est vrai que chez nous, on croirait que tout va bien. Quand voilà, on les écoute, tout va bien. Ou on leur fait remonter plein de choses. Ils sont là, oui. Hein. 3 ans après, on est toujours au même point, en fait. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a l'écoute par rapport à notre dirigeant, mais s'il n'y a pas d'action derrière, les salariés sont toujours en souffrance, comme 3 ans en On en arrière. parle après. Si vous voulez. Merci. Après, on en parle. Ah oui, Beaucoup, merci mais c'est beaucoup pour à ça qu'après on parle de. Les toutes et élus à sont tous. les élus sont Je pense que la confrontation conclusion de cette tout ça, table mais en ronde fait, et de cette journée, c'est qu'il en faudra On est obligé. d'autres. Oui. D'autres, des tables rondes. Et du coup, je passe le micro à M. Pexoto pour le mot de la fin. Le mot de la fin. Ah, le Ah, il y a un discours. discours. Ouais. Il a un discours. Fermeture, quand même. Un discours. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation à cette journée. La parole est à M. Pexoto. Français. Bon, ben voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Finalement, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'était intéressant, mais qu'est-ce qu'on en retient et surtout qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça. D'accord?
On a entendu pas mal de choses, pas mal d'outils, pas mal de leviers aussi. On a parlé beaucoup d'humains quand même, hein. Vous avez vu, ça ressort beaucoup. Donc on a parlé de santé mentale, de maintien dans l'emploi, de désinsertion professionnelle, de management, de rôle des acteurs. Mais il fallait retenir une seule idée, c'est que la rupture n'arrive jamais d'un seul coup. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de prémices avant. Et ça, c'est vraiment important de les repérer. Donc, c'est quoi ces signes? C'est une fatigue qui s'installe, une perte de sens, un désengagement. Oh mince. C'est l'isolement aussi, puis les tensions qu'on peut avoir. On a un beau cas ici avec les tensions que vous avez eues aussi, on en a entendu beaucoup parler. Voilà, tous ces signes, ils existent, ils sont très nombreux, mais ils ne sont pas toujours vus. Tout le problème, il est là. Pas toujours compris, et surtout parfois, c'est même souvent pas traité. Et c'est là que tout se joue, parce qu'au fond, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'outils, c'est parfois un manque de lien. Le lien très important, on l'a complètement perdu. Ce lien entre les personnes, les équipes, entre le terrain et la décision. Donc on a vu aujourd'hui que la prévention est forcément collective. Plus les personnes s'approprient, merci. Plus les salariés s'approprient la prévention avec tous les acteurs de l'entreprise en interne, et mieux c'est. Donc personne ne peut agir seul. Important, à quelque niveau que ce soit. Alors si chacun repart avec une seule chose aujourd'hui, ça serait être un peu plus attentif déjà à qui? À soi-même, d'accord? Savoir s'écouter aussi, hein. Parce que bien souvent on ne s'écoute pas aussi, ça c'est un vrai problème aussi, hein. On a des signes aussi. Écouter aussi, être plus attentif aussi aux autres, à ses collègues, au DRH, aux signaux faibles. Il y en a plein des signaux faibles, et je pense qu'on les connaît tous, les signaux faibles. Parce que prévenir, ce n'est pas seulement éviter un accident, c'est aussi éviter qu'une personne s'éloigne sans que personne ne s'en rende compte. Combien de salariés ont vécu des collègues qui ont disparu du jour au lendemain? D'accord? Arrêt de maladie, burn-out, voilà. Voilà, c'était mon mot de la fin. Alors, je vais faire quand même des remerciements. Donc je tiens vraiment à remercier celles et ceux qui ont rendu cette journée possible. Merci à l'ensemble des exposants, merci à vous pour votre présence, pour votre implication, votre disponibilité, tous vos échanges aussi. Merci à tous les intervenants des conférences et des tables rondes, surtout à Jean-Patrick. Pour la richesse de vos interventions, votre sincérité aussi, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de sincérité chez tous les intervenants et ça franchement, ça fait vraiment du bien. Et votre expertise aussi. Et merci à toute l'équipe organisatrice, parce que derrière cette journée, il y avait beaucoup de travail. On n'est que deux à gérer ça. Voilà. Baptiste, que j'ai rencontré l'année dernière, à la première journée. Première édition. Pas de surcharge de travail sur le... Non, non, pas du tout. Et qui aujourd'hui fait pleinement partie de l'aventure. Elle a co-organisé donc cet événement avec moi de manière très active. Donc c'est une belle rencontre humaine et professionnelle. Merci Mathilde. Merci également à l'hôtel Mercure et à toute son équipe pour leur accueil, leur accompagnement. Franchement, ils ont vraiment, c'était vraiment le confort. On a une belle salle, vraiment sympa. Et merci à ma famille, à mon épouse qui est partie. Ah non, elle est là-bas. À mon épouse qui m'a beaucoup aidé. À mon fils, et qui ont été impliqués aussi dans l'organisation de cette journée, leur soutien aussi qui est vraiment permanent, parce que je peux vous dire que des heures au travail, j'en passe énormément aussi. Je fais travailler des mineurs. Et bien sûr, un mot pour l'association. Non, c'est un bénévole. Oui, l'association Prévention Jeunesse France, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est important, pour éviter justement tout ça, c'est justement de former les jeunes. D'accord, les futurs travailleurs. Il y a un grand avocat qu'on a rencontré lors du salon Préventica dans une conférence qui est Maître Leroux de Douche. À chaque fois je confonds, désolé. Hein. C'est un grand avocat qui avait défendu une grande affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une grue en 95 qui est tombée sur un collège qui avait tué 8 enfants. Voilà. Histoire très connue dans la prévention. On l'a rencontré et je lui ai posé la question, mais c'est quoi du coup la solution? Il a dit il faut former les jeunes, les futurs travailleurs et les futurs dirigeants aussi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui. Notre action première qui est vraiment essentielle, c'est d'intervenir dans des actions bénévoles dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités aussi. Donc voilà, on a pas mal d'actions. Donc si vous connaissez dans votre entourage des personnes, alors il y a déjà des personnes qui m'ont proposé, ce serait vraiment volontiers, parce que c'est vraiment les travailleurs de demain. Donc voilà, cette journée n'est pas un événement isolé, c'est une démarche, une vision, une volonté de faire surtout évoluer les choses à notre petit niveau, localement. Donc c'est vraiment créer du lien, sensibiliser et agir concrètement. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et l'année prochaine, j'espère. Merci.
Merci à Antoine, animateur, c'était super.